et bienvenue sur Radio Bien-être et à cette émission, Dr Campo vous renseigne. Je suis le Dr Nathalie Campo et pendant cette émission, nous allons parler de dépendance affective. Mais plutôt que de vous faire un cours sur les causes, les symptômes, le traitement de la dépendance affective, je vais faire appel à votre empathie pour essayer de vous faire sentir ce que ressentent les dépendants affectifs. C'est à travers mon implication dans le traitement des toxicomanies à la Maison Jean-Lapointe de Montréal que je me suis intéressée aux familles des toxicomanes, donc à la codépendance. Mais au début des années 80, le mot codépendance n'existait pas encore dans notre vocabulaire en français. Encore bien moins le terme dépendance affective, c'est un terme que j'ai d'ailleurs concocté moi-même après l'avoir testé sur plusieurs personnes. Pendant cette émission, nous allons tracer le visage de 3 types de dépendants affectifs. Premièrement, le sauveur, deuxièmement, le soumis ou la victime, et troisièmement, le rebelle. Mais commençons par une définition de la dépendance affective. Ah oui, une note au départ. Le terme dépendant affectif s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et même si j'utilise souvent le masculin pendant cette émission, vous pouvez à chaque fois transposer mes exemples et mes explications pour tous les genres. Mais revenons à la définition de la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est un dépendant affectif? Un dépendant affectif, c'est quelqu'un dont l'affect, c'est-à-dire comment il se sent, dépend de quelqu'un d'autre. Par exemple, si on fait sentir à un dépendant affectif qu'on l'aime, qu'il est apprécié, qu'il est respecté, alors le dépendant affectif se sent bien. Si au contraire, le dépendant affectif a l'impression, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'on ne l'apprécie pas et qu'on le juge d'une façon défavorable, alors il se sent mal, très mal. Mais ce que ça signifie se sentir mal, c'est variable. Ça dépend de la personnalité de chaque dépendant affectif. Pour certains, se sentir mal, c'est se sentir rejeté. Pour d'autres, c'est se sentir qu'ils sont mal aimés. Pour d'autres, se sentir mal, c'est de sentir une grande colère. Enfin, pour d'autres, se sentir mal, c'est avoir honte. Une grosse honte qui nous fait mal au cœur. Je souligne ici qu'il s'agit de la perception qu'a le dépendant affectif de la situation, à tort ou à raison. Parce que le dépendant affectif fait souvent des assumptions qu'il ne vérifie pas. Je vais vous donner un exemple. Si un confrère arrive au bureau et ne le salue pas en passant devant son poste de travail, le dépendant affectif va souvent assumer que celui qui vient d'arriver lui en veut personnellement et qu'il n'est pas respecté ni apprécié à sa juste valeur. Alors que celui qui vient d'arriver peut avoir toutes sortes de raisons pour ne pas le saluer qui n'ont rien à voir avec lui. En résumé, un dépendant affectif est une personne dont la valeur est conditionnelle à l'approbation et à la validation de quelqu'un d'autre. Par conséquent, un dépendant affectif est une personne qui a de la difficulté à maintenir des relations affectives saines et satisfaisantes tant avec lui-même qu'avec les autres. Et l'estime de soi est au centre de la dépendance affective. Alors, voyons maintenant comment quelqu'un devient un dépendant affectif. Quelles sont les causes? La dépendance affective est un tableau de comportement qui se développe chez les enfants victimes de violences, que ce soit de la violence physique, verbale, psychologique ou sexuelle. Les enfants qui ont connu la violence, ils ont tous un point en commun, ils ont tous éprouvé de la honte. Et on va voir un exemple. Alors, je vais vous conter l'histoire de Paul qui a 7 ans. Alors, je voudrais que vous écoutiez cette histoire-là en vous mettant dans les souliers de Paul, en essayant de vivre, de sentir les émotions que Paul a vécues. Alors, une nuit, Paul, qui a 7 ans, il se réveille brusquement par les cris de son père. Il entend son père crier, alors il s'assoit dans son lit et son cœur bat très fort. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Ces épisodes, ça arrive quand son père boit trop. Et à ce moment-là, il s'en prend à sa mère qui est si douce et qui ne sait pas se défendre. Alors, après quelques secondes, Paul n'y en peut plus. Il doit aller défendre sa mère. Alors, il descend dans la cuisine et ce qu'il voit le terrifie. Sa mère a le visage ensanglanté et puis son père est titube et il la couvre d'injures. Alors, comme le bras de son père s'élève encore pour frapper à nouveau sa mère,
Paul, sans réfléchir aux conséquences, il s'élance et il se place entre sa mère et son père. Le résultat, c'est lui qui prend la gifle. Alors son père se met à l'injurier lui et à se moquer de lui en disant « Oh, le petit garçon a sa maman, il veut défendre sa maman. » Puis d'un revers du bras, il écarte Paul, qui est trop petit, qui n'a pas la taille pour lutter avec son père. Alors Paul il est dans le coin, il pleure, il est vaincu, il est blessé dans son amour-propre et dans son amour pour sa maman, et il est rempli de honte. Il a honte parce qu'il n'a pas été capable de protéger sa maman. Et cette impuissance le remplit de rage. Alors Paul a vécu plusieurs émotions. Il a eu peur, peur pour lui et sa maman. Il a eu pitié de sa maman, il aime sa maman. Il a eu honte de ne pas avoir été capable de la protéger. Et son cœur est rempli de rage, la rage de l'impuissance. Alors quand Paul va grandir, quelles sont à votre avis les séquelles de ce genre d'humiliation répétée que le père de Paul lui a fait subir? Quel genre d'adulte Paul va-t-il devenir? Quelles vont être ses relations avec les hommes et les figures d'autorité? Et quel genre de relation aura-t-il avec les femmes, surtout les femmes qui ressemblent à sa maman et ne savent pas se défendre? Les patterns relationnels que Paul va développer à l'âge adulte dépendent de sa personnalité. Selon que la peur ou la colère ont été l'émotion dominante pendant ces épisodes, il pourra choisir de devenir soit un protecteur, soit un soumis ou une victime, ou soit un rebelle. Et ce sont de ces trois types de dépendants affectifs dont nous allons parler dans la prochaine section. Alors, je voudrais résumer d'abord cette section-ci. Un enfant qui a été victime de violence est un enfant à qui on a fait vivre de la honte. En effet, c'est la honte qui est au cœur de la dépendance affective. Un enfant qui a vécu de la honte ne se sent pas digne d'être aimé. Puis cette souillure le poursuit toute sa vie. Le drame, c'est que la honte teinte toutes ses relations à l'âge adulte. Le dépendant affectif ne s'aime pas, il ne s'estime pas et il ne se sent pas aimé. Il ne peut donc jamais véritablement aimer à son tour. Pourtant, il y a une soif immense d'être aimé qu'aucun être humain ne peut rassasier. C'est un gouffre sans fond. Examinons maintenant ces trois types de dépendants affectifs. Le protecteur ou le sauveur, le soumis ou la victime, puis le rebelle ou l'enfant terrible. Alors, premièrement, le protecteur ou le sauveur. Voici quelques exemples de relations qu'il pourrait entretenir à l'âge adulte. Le protecteur est attiré par les femmes qu'il pense être faibles et avoir besoin de protection. Certains hommes de cette catégorie sont même attirés par les prostituées ou les drogués parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de protection. Le sauveur tombe en amour avec des personnes qui ont besoin d'aide et il croit que son amour va les sauver ou les guérir. Par exemple, certaines femmes croient que si elles prennent bien soin de leur chum alcoolique ou drogué, son amour va les arrêter de boire ou de prendre la drogue. Dans cette catégorie, il y a aussi certains entraîneurs ou des professeurs ou des coachs ou même des professionnels qui tombent en amour avec leurs protégés. C'est plus fort qu'eux. Ils savent qu'ils ne devraient pas le faire, mais ils ne sont pas capables de s'empêcher. Le protecteur se sent utile quand il sauve. C'est là qu'il a une valeur, que sa vie a un sens. Il a un besoin maladif de protéger ou de sauver quelqu'un. Mais il arrive souvent que la personne sauvée le quitte quand elle n'a plus besoin de lui. Est-ce que vous connaissez la chanson de Félix Leclerc, Le Petit Bonheur? Ça illustre très bien ce cas-là. Le sauveur part alors à la recherche d'une autre personne à protéger, car c'est seulement dans ces circonstances que sa vie est endurable. Voyons maintenant le soumis ou la victime. Le sentiment d'impuissance puis de honte vécu pendant l'enfance les fait se replier sur eux-mêmes parce qu'ils ne sentent pas la hauteur de la situation. Ils perçoivent la vie comme une lutte qu'ils ont déjà perdue d'avance. Voici quelques exemples que la victime pourrait choisir. La victime, elle s'associe souvent aux personnes qui prennent avantage d'eux, ou les personnes même qui en abusent. C'est ainsi qu'ils reproduisent les relations qu'ils ont apprises quand ils étaient jeunes. Le soumis ou la victime, ils ne se sentent pas appréciés au travail, mais ils ne quittent pas leur emploi parce qu'ils préfèrent râler à passer à l'action. C'est le cas de plusieurs fonctionnaires qui sont malheureux et insatisfaits, mais ils se plaignent constamment du système, mais ils ne font rien pour améliorer leur sort. Ou plus triste encore, les victimes, ce sont ceux et celles qui sont déjà des victimes à l'école.
ils se font abuser par les bullies ou ils se font tabasser dans les ruelles. Plus tard, ce sont les épouses qui se font battre, mais qui ne quittent pas leur mari. Les soumis se sentent comme des paillassons, mais ils n'ont pas la force de se défendre. Ils n'avaient pas la force à 7 ans, puis ils l'ont toujours pas à l'âge adulte. Ils se sentent impuissants, c'est-à-dire incapables de régler leurs problèmes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas passer à l'action. Et changer cette perspective d'impuissance est une des choses les plus difficiles à faire. Troisièmement, voyons maintenant le rebelle ou l'enfant terrible. Pour le rebelle, le sentiment d'impuissance puis de honte qu'ils ont vécu pendant leur enfance, ça les a remplis de rage. Puis c'est ce qui fait qu'ils se rebellent. Ils jurent qu'ils ne seront jamais comme leurs parents abuseurs. Alors voici quelques exemples de situations que le rebelle pourrait créer. Alors il faut d'abord que vous sachiez que le rebelle, c'est celui qui ne marche pas dans les sentiers battus. Il ne se conforme pas aux normes. Et c'est surtout celui à qui on ne met pas un collier. Et en fait, sa source de valorisation vient du fait qu'il est différent. Il est fier d'être différent. Le rebelle, c'est celui dont on dit qu'il est allergique à l'engagement. Il ne tolère pas se sentir coincé. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui annule ses fiançailles à la dernière seconde. Puis s'il n'a pas le courage de le faire lui-même ouvertement, il va s'arranger pour que ce soit sa fiancée qui brise les fiançailles. Il va commettre une bévue grave, par exemple, il va être infidèle puis s'arranger pour que ça se sache. Puis ainsi, il retrouve sa liberté. Dans cette catégorie, nous avons aussi l'enfant terrible. Alors, l'enfant terrible, c'est quelqu'un qui va faire les 400 coups. Puis pour ça, il va venir voir maman puis dire « Est-ce que tu me pardonnes, maman? » L'enfant terrible, c'est celui qui refuse de devenir un adulte et de devenir responsable. Au Québec, il y a le nom de Claude Dubois qui nous vient à l'esprit. Aux États-Unis, ça peut être par exemple un Marlon Brando ou le physicien Richard Feynman. Puis en France, vous pensez peut-être à Gérard Depardieu. Mais au fond, le rebelle, malgré toutes les apparences, il se sent très seul. Il a tellement peur d'être emprisonné que ça lui fait casser tous les liens. Il a un grand besoin d'amour, mais il n'est pas capable de garder une relation constante parce qu'il a peur de se faire emprisonner. Alors voici, nous avons fait le tour des 3 types de personnalités des dépendants affectifs que nous voulions décrire aujourd'hui, mais il y en a plusieurs autres. On pense par exemple au héros. Le héros, c'est celui dont on est fier. Il y a aussi le séducteur. Il y a le pacificateur. Le pacificateur, c'est celui qui veut que la paix règne à tout prix. Il y a le bouffon. Le bouffon, c'est celui qui nous fait rire pour détendre la situation. Il y a l'enfant invisible, puis il y en a bien d'autres. Mais devant toute cette souffrance que je viens de vous décrire pour les dépendants affectifs, vous allez me demander, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut s'en sortir de la dépendance affective? Alors la réponse est un gros oui. Il y a plusieurs choses à faire. Certaines de ces choses sont très simples, d'autres un peu plus élaborées. Mais quand on veut aider un dépendant affectif, au cœur de toutes les méthodes qu'on utilise, il y a un point central. On appelle ça le pilier du rétablissement de la dépendance affective. Et il s'agit toujours d'augmenter l'amour de soi et le respect de soi. Mais comment est-ce qu'on arrive à développer de l'estime de soi? Ça va faire le sujet de toute une émission à elle seule. Il y en aurait beaucoup à dire, mais comme cette émission tire à sa fin, on va en reparler dans une émission ultérieure. Alors, merci de nous avoir écoutés sur Radio Bien-être. Et si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en appuyant sur le bouton « Réécoute ». Je vous rappelle aussi que cette émission est une vidéo et que vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube de Radio Bien-être. Vous trouverez de nombreux compléments à l'émission d'aujourd'hui dans mon livre « L'énergie du cœur » que vous pouvez vous procurer sur mon site energieducoeur.com. Si vous souhaitez me contacter, faites-le par courriel à ncampo@energieducoeur.com ou à la page contact de mon site drcampovoursenseigne.energieducoeur.com. Et pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de vous inscrire au bulletin périodique. Alors c'est un rendez-vous. À la semaine prochaine!